mal de décennies maintenant. Jean-Marc Lévy-Leblanc a fait d'abord l'école normale supérieure, ce qui, je crois, assez remarquable, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été professeur à Paris, à Nice, à différentes occasions. Il a fait des allers-retours. Il a fondé un labo ici à Nice de physique théorique. Il est aussi épistémologue. Il a beaucoup d'ouverture au-delà de sa spécialité. C'est aussi pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui. Je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à l'entendre et beaucoup de questions à lui poser tout à l'heure. Alors merci Jean-Marc d'être venu. Merci André pour cette présentation et puis merci aux Amis de la Liberté. Je suis très touché d'être ici, d'autant plus que c'est mon ami André Tozel qui m'avait proposé de venir faire une conférence et que c'est avec tristesse que je la fais hors de sa présence et donc je commence en lui dédiant une pensée amicale et très émue. Alors il faut d'abord que je m'excuse dans la mesure où ça ne s'entend peut-être pas ou pas encore, mais je suis en assez mauvais état. J'ai un début de grippe et donc je vais vous demander de m'excuser si cette conférence n'est pas aussi peut-être active et dynamique que je l'aurais souhaité, car je vais, pour être sûr de ne pas trébucher, de ne pas faire d'impair, faire ce que je fais exceptionnellement, c'est-à-dire vous lire des passages d'un texte déjà écrit, ce qui est évidemment moins vivant. Mais après tout, mes collègues littéraires sont coutumiers du fait, et donc je ne vais pas m'en priver. Donc je voulais vous parler des rapports entre science et démocratie, qui, à mon avis, sont aujourd'hui une question tout à fait actuelle et cruciale. De la science, nous attendions ses explications et espérions ses applications. Aujourd'hui, nous devons assumer ses implications et affronter ses complications. Il n'est guère de problème parmi les plus graves de ceux que l'humanité doit régler où la science ne soit mêlée aujourd'hui, qu'on lui demande de les résoudre, qu'on la consulte pour les éclairer, ou qu'on l'accuse de les avoir créés, et souvent le tout à la fois. Surpopulation, pollution diverse, prolifération nucléaire, etc. La liste est aussi longue que banale. Aussi devons-nous nous demander si les formes démocratiques de l'organisation sociale en lesquelles nous voulons toujours croire sont bien à même de répondre à ces défis. Il y a peu, la question semblait sans objet, une réponse affirmative découlant, par hypothèse, comme disent les géomètres, de l'idée que nous avions de la science. Le grand projet des Lumières, ce beau rêve dont nous commençons à peine à nous éveiller, nous laissait croire à une alliance naturelle et constitutive entre science et démocratie. Sur les façades de nos monuments, derrière les trois mots de notre généreuse devise, liberté, égalité, fraternité, nous en lisions un autre en filigrane, vérité, qui d'emblée garantissait les fondements de ces valeurs, et bientôt un autre encore, efficacité, qui nous assurait de pouvoir les réaliser. Contre les superstitions et les illusions qui bridaient le progrès humain, allait se dresser l'objectivité de la connaissance scientifique, dissipant sans retour, partout où atteignait sa lumière, l'ignorance asservissante. Non contente de nous éclairer sur le monde naturel, la science allait aussi nous dire le vrai sur l'homme et sur la société, fondant en droit et assurant en fait la possibilité de transformer et l'un et l'autre de façon doublement juste, au sens désormais confondu de la justesse et de la justice. Car issu tout naturellement, semblait-il, du progrès de nos connaissances scientifiques, se développait celui de nos capacités techniques, nous rendant comme maîtres et possesseurs de la nature, suivant la formule classique de Descartes, et donc aussi de notre nature humaine, le progrès technique éradiquant la faim, le froid, la misère, assurerait le progrès économique, lequel garantirait le progrès social, politique et forcément moral. C'était bien à la science qu'il était demandé de cautionner la possibilité même
d'une société libre, égale et fraternelle, en nous démontrant la faisabilité, comme on dit aujourd'hui, d'un projet aussi utopique. Pour qui croirait que ces thèses sont des caricatures inventées a posteriori et schématisant à outrance l'esprit des Lumières, il vaut la peine de relire un article de l'encyclopédie dû à d'Alembert lui-même. C'est l'article intitulé « Géomètre ». Et l'on se souviendra que dans son acception d'époque, XVIIIe siècle, la géométrie couvre l'essentiel des mathématiques. J'ouvre les guillemets et je cite d'Alembert. On n'a peut-être pas encore prêté assez d'attention à l'utilité dont cette étude, la géométrie, peut être pour préparer comme insensiblement les voies à l'esprit philosophique et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit peut y répandre. C'est peut-être le seul moyen, eh bien, peut-être le seul moyen, dit Albert, c'est peut-être le seul moyen de faire secouer peu à peu à certaines contrées de l'Europe le joug de l'oppression et de l'ignorance sous laquelle elles gémissent. Faites naître, s'il est possible, des géomètres parmi ces peuples. C'est une semence qui produira des philosophes avec le temps et presque sans qu'on s'en aperçoive. Bientôt, l'étude de la philosophie, l'étude de la géométrie conduira à la vraie philosophie qui, par la lumière générale et prompte qu'elle répandra, sera bientôt plus puissante que tous les efforts de la superstition. Faites des maths et la liberté vous sera donnée automatiquement. Que l'on ne sourit pas trop vite de ces naïvetés, elles étaient au principe même de presque tous les courants de la pensée politique, du libéralisme extrême au marxisme strict. Il n'y a pas si belle lurette. C'est que la science n'a pas seulement offert aux idéologies du progrès des arguments, elle leur a également proposé un modèle. Quelle autre activité humaine, en effet, a pu jusqu'ici se targuer, sans contestation sérieuse possible, d'une progressivité réelle? On peut débattre à l'infini pour savoir si nous avons une vie matérielle plus agréable, si notre culture artistique est supérieure, si notre spiritualité est plus riche, si nos relations humaines sont plus intenses que dans telle ou telle des civilisations qui nous ont précédés. Que notre savoir soit plus étendu, plus profond et plus efficace que dans toutes ces civilisations, cela, en tout cas, n'est pas discutable. Qui plus est, non seulement la science serait le parangon du progrès, mais aussi celui de la démocratie. La République des savants, comme on dit, offrirait un modèle de cité idéale, égalitaire et juste. Elle ne connaîtrait aucun privilège de rang ou de fortune. Les arbitrages s'y feraient par accord mutuel, les conflits s'y régleraient par le consensus, les victoires y étant celles de la vérité et de l'objectivité, comment ne seraient-elles pas reconnues et acceptées par tous? La communauté scientifique, comme on dit encore, serait une sorte de Jérusalem laïque, montrant à toute l'humanité qu'il est possible d'instaurer des relations sociales transparentes et pacifiées. C'est dans ce sens, donc, que le rapport entre science et démocratie serait intrinsèque et constitutif. Là encore, que l'on n'ironise pas trop vite sur l'angélisme de cette vision. Certes, elle est désormais quotidiennement mise à mal par les faits, que des querelles acharnées, où se mêlent enjeux de notoriété personnelle, de gloriole nationale, de politique industrielle, opposent sans merci les grands pontes de la recherche scientifique, les journaux nous le font désormais savoir. Que pour les mêmes raisons, les manquements à l'éthique scientifique soient monnaie courante, stricto sensu, que la fraude soit maintenant une composante reconnue de l'activité des laboratoires, que les effets d'annonces spectaculaires précèdent souvent et parfois remplacent tout bonnement les méticuleuses publications spécialisées, tout cela est aussi désormais de notoriété publique. Les périodiques professionnels tels que Nature ou Science, après avoir longtemps ignoré, puis rapporté du bout de la plume, ensuite dénoncé dans des éditoriaux moralisateurs ces faits, y consacrent maintenant, avec une
assez froide tranquillité, autant de pages que la presse courante aux affaires politico-financières. On aboutit ainsi à une situation paradoxale. Au moment même où l'activité scientifique se révèle commune, marquée comme toutes les autres activités sociales, par la primauté de l'économique, par la division du travail, par l'emprise des médias, s'en maintient, combien de temps encore, une représentation fantasmatique comme d'un monde à part, enclave, au moins quant à ses principes, de justice et de vérité. Mais si la science, dans sa pratique, ne peut plus guère prétendre à offrir ce modèle de démocratie effective dont nous aurions tant besoin, elle ne nous conforte guère plus à bien considérer son histoire récente quant aux arguments généraux, celui de la vérité et celui de l'efficacité, sur lesquels nous espérions fonder une conception progressiste de l'histoire humaine en général. On ne saurait certes nier la capacité de notre savoir à devenir pouvoir, capacité fondée sur l'existence de ces médiations complexes qui permettent à nos théories de se faire pratiques, aux notions les plus abstraites, de s'incarner en objets matériels quotidiens. Chacun sait comment les ésotériques formules d'Einstein sur l'émission stimulée quantique ont permis le développement des disques compacts à lecture laser, comment la relativité générale est au cœur des dispositifs de localisation par GPS, comment l'analyse des mécanismes moléculaires de l'hérédité débouche sur le traitement inédit de certaines maladies ou la fabrication de nouveaux médicaments. Cet engrenage, cela dit, n'est pas si ancien qu'il aille de soi. Si la science, au sens où nous l'entendons, est née au XVIIe siècle, et si l'une des sources de son émergence se trouve dans la beaucoup plus ancienne activité technique de l'humanité, ce n'est pas à proprement parler avant le XIXe siècle que s'est fait sentir avec quelque ampleur la fécondation, voire l'engendrement des techniques par les sciences. Depuis, le couplage s'est resserré au point qu'il est devenu parfaitement artificiel aujourd'hui de distinguer recherche fondamentale et développement appliqué. C'est donc à bon droit que l'on désigne par technoscience cette sphère unifiée où circulent et s'échangent idées et objets, expériences et produits, chercheurs et ingénieurs. Pour autant, il faut prendre la pleine mesure d'une autre dimension de cette évolution, qui distendait les liens entre sciences et techniques en même temps qu'elle les étendait. C'est qu'on peut, doit même, affirmer aujourd'hui à la fois que de plus en plus d'innovations technologiques trouvent leur origine dans des découvertes scientifiques et que de moins en moins de découvertes scientifiques donnent lieu à innovation technologique. C'est que les conditions économiques et sociales nécessaires à la transformation d'une invention en innovation, d'une découverte en réalisation, ne sont remplies qu'en des temps et lieux bien restreints. Le contraste est toujours plus grand de nos jours entre ce que l'on pourrait faire en utilisant les ressources scientifiques et techniques et ce que l'on ne peut pas faire faute des moyens économiques et politiques. En finir avec la faim dans le monde ne dépend plus de l'agronomie. Éradiquer les maladies parasitaires endémiques n'est plus du ressort de la médecine. Vêtir et loger chacun ne relève plus de la science des matériaux. On s'en vaudrait d'avoir rappelé ces banalités si tant de prix Nobel ne cherchaient encore à nous persuader que la science et la technologie détiennent les clés du progrès économique et social. Nous voici donc forcés de reconnaître que seule une vision bien myope dans le temps, la fin du siècle dernier, et dans l'espace, le monde occidental, a pu nous laisser à croire que l'indéniable progrès scientifique pouvait offrir à la fois un fondement et un exemple à la vérité et à l'efficacité conjointe par quoi nous souhaitions garantir le choix démocratique. C'est que nous avons commis l'erreur banale de considérer comme essentielles et permanentes des qualités circonstancielles
et temporaire. Car la science, certes, a incarné des valeurs libératrices et peut encore, ici ou là, les soutenir. Contre l'autorité dogmatique de l'Église, contre le despotisme politique, la vertu critique de la science au XVIIe et XVIIIe siècle ne fut pas mince. Le procès de Galilée, non plus que les combats des encyclopédistes, ne sauraient être oubliés ou déconsidérés. Mais c'était précisément de sa jeunesse, de sa fragilité, de son immaturité même, que la science tenait cette capacité offensive. En leur commune adolescence, oui, science et démocratie avaient partie liée. Il n'y a de liberté, d'égalité et de fraternité que, toujours à regagner, contre les pouvoirs dominants. Avant que de réussir son intégration sociale, la science, par ses appels à une raison critique, par ses charges contre des formes de savoir caduques, par l'expression aussi qu'elle permettait de forces sociales nouvelles, fut une précieuse alliée du mouvement vers la démocratie. Et l'établissement même des premières formes d'État démocratique, encore qu'ils le fussent d'une façon bien limitée, coïncida avec l'institutionnalisation définitive et généralisée de l'activité scientifique. Elle allait ipso facto perdre l'essentiel de sa force critique et ne plus servir sur le plan idéologique que d'alibi au nouveau pouvoir. Sans doute l'âpre bataille que connut la fin du XIXe siècle autour de la théorie darwinienne de l'évolution fut-elle le dernier combat progressiste d'ampleur mené par une science en voie d'intégration sociale complète. Désormais du côté du pouvoir et tributaire de son soutien, la science dans son ensemble allait perdre toute capacité d'intervention au plan politique et se montrer d'ailleurs bien ingrate à l'égard de l'esprit démocratique qui avait permis son développement et son épanouissement. Rien ne saurait mieux illustrer la dissolution de cette alliance entre science et démocratie, et donc son caractère conjoncturel, que les rapports pour le moins ambigus de la science avec les totalitarismes du XXe siècle. On a fait grand cas des persécutions que le stalinisme a infligées à la biologie mendélienne ou le nazisme à la physique relativiste, et l'on a justement rapporté le martyre de certains chercheurs. Mais si Vavilov est mort en plein lysenkoïsme, et si Einstein a dû fuir les persécutions du Troisième Reich, il s'en faut que la science dans son ensemble ait été un foyer de résistance au communisme soviétique ou au fascisme hitlérien, ni que ces régimes l'aient étouffé ou asservi. Bien au contraire. Tant en URSS qu'en Allemagne nazie, certaines disciplines scientifiques ont connu d'intenses développements, généreusement aidés et financés par des États antidémocratiques. Il n'y a pas d'antinomie de principe entre science et totalitarisme. Le XXe siècle l'a montré, et pourrait en renforcer encore la démonstration en ce XXIe siècle, on peut suivre avec intérêt les progrès scientifiques des États islamistes intégristes. Ce n'est pas leur incapacité scientifique ou technique qui a fait chuter tant le Troisième Reich, à l'avant-garde, faut-il le rappeler, pour les matériaux synthétiques ou l'aéronautique, que l'Union soviétique, réputée tant pour ses fusées que pour ses mathématiques fondamentales, mais bien leurs échecs politiques, économiques, militaires. D'ailleurs, l'effondrement du système soviétique, loin d'aider au redéveloppement de systèmes technoscientifiques, l'a pendant tout un temps entraîné dans sa chute. Faut-il enfin rappeler qu'à l'apogée de la lutte entre les Alliés et l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, la mise au point de l'arme nucléaire dans le cadre du projet Manhattan a résulté de l'organisation sous contrôle militaire, avec les strictes contraintes hiérarchiques et les règles de confidentialité afférentes, d'un projet technoscientifique à une échelle jusque-là inconnue, démontrant ainsi, quelles qu'en fussent ou en restent les justifications, que même en démocratie, la technoscience n'a pas besoin de démocratie. Vision myope dans le temps et l'espace, avons-nous dit, que celle fournissant cette image illuministe de la science.
mais myopie quant à la science elle-même aussi. Seul un canton assez particulier de la science a pu justifier cette illusion ambitieuse d'une complète maîtrise et possession de la nature, à savoir la physique. Dans son champ, en effet, le plus abstrait formalisme mathématique ont engrené sur les plus impressionnantes réalisations techniques. Mais l'idéal de scientificité qui en a émergé est resté hors d'atteinte de toute autre discipline. Ni la mathématicité, ni la répétitivité, ni la réfutabilité, ni quelque autre critère général que ce soit ne connaît ailleurs, dans une autre science, une validité comparable. Aussi faut-il se rendre à l'évidence, ces privilèges, la physique les tire moins, comme on le prétend souvent, de son antériorité que de son parti pris initial à ne s'occuper que des aspects les plus élémentaires et les plus schématiques de la réalité. Qu'il y a bien de l'outrecuidance à vouloir ériger une résignation en triomphe, c'est de sa restriction que la science physique tire sa force. Elle ne saurait en aucun cas se présenter comme un modèle accompli de toute science. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de disqualifier la validité ou la pertinence des savoirs produits par d'autres disciplines, mais plutôt de prendre acte du caractère inéluctablement parcellaire, fragile et contingent de toute science et de ses rapports avec les pratiques éventuelles qu'elle fonde. C'est donc irréversiblement que se sont disjointes les médiations qui semblaient constitutives de l'idée même de science entre description, explication, prédiction, action, et que s'est évaporée la prétention de la science à inspirer et régir la réflexion politique ou philosophique. Mais du coup, disparaît en même temps un paradoxe capital qui minait sournoisement la possibilité même de penser avec quelque cohérence les rapports entre le projet démocratique et la quête scientifique. De fait, si la science était, fût-ce idéalement, source de cette vérité universelle et de cette objectivité absolue à laquelle elle a prétendu, loin de fonder l'idéal démocratique, elle en démontrerait l'inanité. Les turiféraires de la science ont assez insisté eux-mêmes sur la nature censément intrinsèque de sa vérité, indépendante de toute subjectivité individuelle ou collective. C'est en dépassant le cadre de l'opinion, en refusant la domination de la doxa, que la science est censée produire du vrai incontestable. On peut avoir raison contre tous et finir par les en convaincre, non par la persuasion, mais par la preuve, en science. On ne vote pas pour décider de la validité d'un théorème. Les lois physiques ne sont pas soumises à ratification par une quelconque assemblée. Telle est en tout cas la vision conventionnelle de la pratique scientifique. Quoi donc de moins démocratique que ces procédures fondées sur la certitude d'une vérité préétablie qui n'est pas à produire mais à découvrir et qui prétend n'être en rien dépendante des intérêts des projets humains. La démocratie ne se fonde-t-elle pas à l'inverse sur la reconnaissance qu'il n'y a pas de vérité politique abstraite et préalable à l'affrontement des opinions? Le débat démocratique est une technique de décision sociale qui ne prend son sens et sa force qu'une fois admise la large ignorance où nous sommes des tenants et aboutissants de nos comportements collectifs. La vision illuministe de la science, sa conception dogmatique, conduisent tout naturellement non au pari démocratique, avec son insécurité permanente, mais à la tranquillité du despotisme éclairé. Nul hasard historique si Diderot et Voltaire ont fait la cour, respectivement, à Catherine II et Frédéric II de Russie et de Prusse. On peut aussi, aujourd'hui, un peu plus d'un siècle et demi après sa mort, relire Renan, qui dès 1848, au début de son ouvrage fameux « L'avenir de la science », et à moi, annonçait clairement son programme. Je cite : « Organiser scientifiquement
l'humanité en capital de dans lui-même. Tel est donc le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention. En précisant d'ailleurs, la science qui gouvernera le monde, ce ne sera pas la politique. Il explicitera sa pensée dans les dialogues philosophiques, écrits, comme par hasard, à Versailles en 1871, pendant la Commune. Je recite. Les pays où il y a des classes marquées sont les meilleurs pour les savants, car dans de tels pays, ils n'ont ni devoir politique, ni devoir de société. Rien ne les fausse. Mieux encore, toujours prenant, si l'on veut imaginer quelque chose de solide, il faut concevoir un petit nombre de sages tenant l'humanité par des moyens qui seraient leurs secrets et dont la masse ne pourrait se servir parce qu'ils supposeraient une trop forte dose de science abstraite. Fin de citation. Mais la science, et mieux vaut s'en réjouir que le déplorer, n'est pas, je l'ai montré, cette source sacrée et infaillible de la vérité théorique et de l'efficacité pratique. Aucune essence épistémologique ne la prémunit contre la multiplicité des contingences et contradictions de toute activité sociale. La spécificité de ses buts et de ses méthodes est assez incontestable pour qu'il ne soit en rien nécessaire de la séparer au sein d'une tour d'ivoire des autres faits et gestes de la cité. Si la question de la vérité, au moins de la validité de ces résultats, garde un sens autonome et interne aux pratiques de la science, il n'en va certes pas de même quant à la pertinence de ces mêmes résultats, au choix de ses orientations, aux formes de son organisation, à l'intérêt de ses acteurs et à leurs intérêts. À ce niveau, elle est soumise à l'emprise directe de l'économique, du social, du politique et de l'idéologie. Mais cette reconnaissance de l'absence d'autonomie de l'activité scientifique, à la fois sape l'illusoire caution théorique du projet démocratique et dissipe le réel paradoxe conceptuel auquel il se heurtait. Si la science ne peut plus prétendre inspirer ou guider la démocratie, elle ne peut plus non plus lui être un obstacle. Que le choix démocratique aujourd'hui ait besoin sur nombre de questions d'informations scientifiques ou de moyens techniques, rien de plus évident. Que ces nécessaires expertises soient suffisantes ou même cruciales, rien de moins certain. Car la science maintenant pose plus de questions qu'elle n'en peut résoudre et élimine plus de fausses réponses qu'elle n'en peut donner de vraies. Cela est déjà beaucoup. Oui, c'est la recherche scientifique qui nous a alertés sur les trous d'ozone, l'effet de serre, les guerres nucléaires, le sida, les menaces sur la biodiversité, pour en tenir au gros titre des journaux. Mais c'est elle aussi qui se révèle incapable de conclure rapidement et assurément à l'étendue, aux causes et aux remèdes de ces dangers. Constatons ses limitations au lieu d'en attendre des miracles, puis de lui reprocher son impuissance. L'illusion de l'expertise ainsi dissipée devrait éloigner la tentation de l'expertocratie, néologisme anglo-saxon aussi redoutable que ce qu'il désigne, forme moderne du despotisme prétendument éclairé. Reconnaissons donc, enfin, que la démocratie, c'est le pari que, devant nous prononcer en relative méconnaissance de cause, la moins pire des solutions, suivant l'aphorisme churchillien, est de le faire collectivement et d'assumer ensemble les risques de ces décisions. Au principe du projet démocratique, c'est énoncé que la conscience prime la compétence. Il est très curieux de constater les résistances que rencontre cette idée dès lors qu'elle concerne le champ technoscientifique. Oui, bien sûr, admettons, il faudrait que l'on puisse décider démocratiquement de l'évolution du programme électronucléaire, contrôler démocratiquement le développement du génie génétique, débattre démocratiquement des priorités de la recherche fondamentale,
mais, dit-on, la masse profane du corps social serait trop loin du niveau de compétence requis pour pouvoir raisonnablement se prononcer. On ne me soupçonnera pas, je pense, de négliger l'importance d'un vigoureux développement de la culture collective en matière de sciences et de technique. Il ne peut être question pour autant d'y subordonner le principe d'un droit de regard et de décision en matière de technosciences appartenant à la société tout entière, telle qu'elle est, profane et relativement ignorante. On n'exige pas des citoyens un brevet des théories constitutionnelles avant de les laisser voter, ni des jurés de cour d'assises un certificat d'aptitude au droit criminel avant de les consulter. Pourquoi faudrait-il être plus savant en physique qu'en politique pour pouvoir donner son avis sur la construction d'une centrale nucléaire, en biologie qu'en droit pour se prononcer sur un programme industriel de génie génétique? Loin que l'accroissement du niveau général de culture scientifique et technique de la société soit un préalable à l'extension du projet démocratique à la technoscience, c'est tout à l'inverse. Cette extension qui stimulera cet accroissement. C'est la prime accordée à la conscience qui développera la compétence. Il faudra bien enfin que la technoscience non seulement renonce à toute prééminence morale ou intellectuelle sur le politique, mais encore qu'elle s'y soumette, pour que l'idée même de démocratie conserve un sens. Cette liberté de la recherche, dont se targuent les scientifiques, drapés dans leur blouse blanche pour résister à toute emprise du politique, est soit une prétention vide de sens, qui t'a fait savant, pourrait demander l'État, commanditaire et organisateur de la recherche, soit un privilège exorbitant du droit commun. La liberté de la recherche, dans une société où la science est prise de part en part, n'a plus rien à voir avec la liberté de conscience ou d'opinion individuelle, même si jadis elles allèrent de pair pour un Galilée. Aujourd'hui, elle n'est guère plus défendable au niveau des principes que la liberté de la propriété, dont les détenteurs durent aussi céder quelques terrains au fil des derniers siècles. Il vaut d'ailleurs la peine de se rappeler que l'assimilation de Galilée à un héros de la protestation démocratique contre le pouvoir de l'Église fait quelque violence à ses positions personnelles, qui subordonnaient déjà ses convictions politiques à ses conditions professionnelles. Rappelez-nous comment, en 1609, il présente son projet de quitter la République de Venise. Il était professeur à l'université de Padoue, fort jalouse de son indépendance à l'égard de la papauté, pour le grand-duché de Toscane, beaucoup plus lié à Rome. Je cite une lettre de Galilée de 1609. J'ouvre les guillemets. Obtenir d'une république, bien qu'elle soit resplendissante et généreuse, un salaire sans servir le public, cela n'est pas habituel, car pour retirer un profit du public, il faut satisfaire le public, et non pas un seul particulier. Et aussi longtemps que je suis capable de faire court et de servir, aucun homme d'une république ne peut m'exempter de cette charge en me laissant mes émoluments. Et en somme, je ne peux espérer une pareille commodité de personne d'autre que d'un prince absolu. Voilà pourquoi Galilée va se mettre au service de l'archiduc de Toscane plutôt que de rester professeur dans l'université de la République de Venise. Il ajoute « J'ai de grands et tout admirables projets, mais ils ne peuvent servir, ou pour mieux dire être mis en œuvre, que par des princes. » Voilà donc un exemple, dès les débuts de la science moderne, d'un conflit entre les intérêts propres de la science, du scientifique en l'occurrence, et le bien public. Et malgré les objections de ses amis, politiquement beaucoup plus clairvoyants que lui, Galilée quittera Venise pour Florence, qui ne le protégera guère contre l'Inquisition. Il paiera cher son égocentrisme scientifique et sa naïveté politique. Exiger que l'activité technoscientifique soit désormais explicitement gouvernée par le choix démocratique n'équivaut certes pas à légitimer toute intervention politique arbitraire dans son organisation et son développement.
Bien au contraire. Ce n'est qu'en acceptant de se plier à la juste règle commune et en renonçant à leur privilège d'extraterritorialité politique, dans les faits bien menacés d'ailleurs, que les acteurs de la science et de la technique trouveront les alliances sociales qui leur permettront de sauvegarder la relative autonomie et de retrouver le soutien collectif qui leur sont indispensables. Ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent éviter de devenir, comme Brecht le fait dire à Galilée dans sa fameuse pièce La vie de Galilée, qui est une pièce absolument remarquable dans sa conception des rapports entre science et politique, comme Brecht le fait dire à Galilée dans sa prophétique autocratique, je cite Brecht, une race de nains inventifs. Fin de citation. Au service de cette nouvelle forme d'organisation politique, dont l'instauration est déjà bien avancée, que serait symétrique et équivalente au despotisme éclairé, la démocratie éteinte. Je vous remercie. Je n'ai pas été trop long, je l'espère, ce qui laisse du temps pour vos remarques, vos critiques, vos conseils, vos questions. Voilà. Question ici. Il y a sur la Est-ce table que qu'il y a un micro qui glyphosate marche. est soluble dans la démocratie? Ben, c'est un excellent exemple de tout ce que j'ai essayé de dire, et c'est un excellent exemple puisque je n'ai absolument pas la réponse à la question concernant le danger du glyphosate. Et c'est ça qu'il faut probablement, sur lequel je voudrais insister une seconde, après tout ce que j'ai dit au préalable, c'est que la compétence des scientifiques est toujours extraordinairement limitée. Le glyphosate, c'est une affaire qui, du point de vue proprement scientifique, concerne les chimistes, les agronomes. Je n'ai aucune, moi qui suis physicien, aucune idée sérieuse sur la question. Je suis dans la même situation que tous les profanes que vous êtes sur cet aspect-là. Je peux vous donner même un exemple peut-être encore plus probant, plus étrange, peut-être, pour certains d'entre vous. Si vous me demandez mon avis, par exemple, sur la question de l'énergie nucléaire, est-il raisonnable de continuer en France à produire 70% de notre électricité avec des centrales nucléaires ou pas? Est-ce raisonnable au plan économique? Est-ce raisonnable au plan des dangers pour la santé publique, etc., etc. Je vous dirais que tout physicien que je sois, je n'ai pas d'autres arguments à faire valoir dans ce domaine que ceux qui sont débattus dans la société en général. Pourquoi? Que sais-je en tant que physicien? Je peux vous faire un cours d'une année sur les principes de base du fonctionnement d'une centrale nucléaire. Je vous expliquerai avec moult détails ce qui se passe dans un barreau d'uranium au cœur de la centrale, pourquoi le processus de fission subit une réaction en chaîne qui va, etc., libérer de l'énergie, et donc sur l'origine physique de l'énergie nucléaire, oui, il est certain que j'ai une certaine compétence. Seulement, le problème qui est posé à notre société pour savoir si nous avons besoin, ou envie, ou s'il est raisonnable de mettre en œuvre l'énergie nucléaire, c'est très marginalement un problème de physique. C'est beaucoup plus, une fois que je suis sorti du barreau d'uranium, qui est la seule chose que moi, en tant que physicien théoricien, je peux comprendre, connaître à peu près. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la plomberie. Il y a le problème du refroidissement de ces barreaux d'uranium dans les circuits de refroidissement. Est-ce que les tuyaux sont suffisamment résistants à des fluides à haute température qui sont extrêmement corrosifs? Vous avez tous ces problèmes d'échange de température. Vous avez ensuite des problèmes qui sont des problèmes de technique du bâtiment. Est-ce qu'on a prévu une épaisseur de béton suffisante pour le radier sur lequel est posé le réacteur, qui fait que si par malheur il venait
à fondre, il ne s'enfonce pas au travers de cette épaisseur de métaux? Est-ce que la cuve en acier qui contient le dit réacteur est suffisamment solide? Ça, c'est de la métallurgie. Est-ce que ensuite l'exploitation économique de l'énergie ainsi produite a un niveau de rentabilité suffisant compte tenu des investissements initiaux et des coûts ensuite de démantèlement des centrales? Que voulez-vous que moi, physicien théoricien, je sache de spécifique sur ces questions-là? Donc vous voyez que ma compétence est extrêmement limitée, qu'elle est très parcellaire, comme celle d'ailleurs de tous ceux qui ont à voir avec ce problème. L'ingénieur qui va pouvoir avoir un avis sur le béton n'en aura pas sur les fondements théoriques de l'énergie nucléaire, ni sur la stabilité de la cuve d'acier, etc. Et donc là, on se trouve au cœur d'un problème tout à fait crucial des grandes technologies contemporaines, c'est que ce sont des technologies dont la maîtrise est collective et d'ailleurs, pour le coup, extraordinairement mystérieuse. Moi, je vous avoue que je suis bien plus intrigué, non pas par le fait qu'il y a des accidents dans les centrales nucléaires, que par le fait qu'il y en ait si peu. Quand il y en a, ils sont extrêmement dangereux, nous sommes bien d'accord, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand vous considérez la complexité d'un système de ce genre-là, le nombre de personnes qui sont journellement impliquées, des milliers de personnes sur un site qui ont des tâches complètement parcellaires, différentes les unes des autres, et ça marche. Ce qui m'étonne toujours, et je crois que nous manquons d'analyse suffisamment profonde sur ce domaine-là, et là il s'agit de sciences sociales et humaines, c'est de comprendre l'efficacité des systèmes socio-humains. Si vous prenez un grand avion de ligne, c'est pareil. Ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait des accidents de temps en temps, c'est qu'il y en ait très très peu. Ça marche extraordinairement bien. Et pour rajouter dans le paradoxe, je m'arrête là parce que je n'ai pas de réponse à ces questions, je crois que ce sont des questions extrêmement profondes. Pour rajouter dans le paradoxe, je dirais que quand on pose cette question, parfois on se va répondre oui, mais il y a, tu sais bien, les contraintes de sécurité qui sont prises en charge, les ingénieurs multiplient par 10 les coefficients de sécurité pour que le pont ne se casse pas, etc., etc. Donc il y a des normes, et ces normes sont établies avec suffisamment de soin pour garantir. Sauf que, prenez n'importe lequel de ces grands systèmes, une centrale nucléaire, un avion de ligne, que sais-je encore, une administration, etc., et demandez à tous les acteurs de respecter à la lettre toutes les normes de sécurité. Tout s'arrête immédiatement. C'est la grève du zèle, qui est le mécanisme le plus efficace pour bloquer un grand système. Donc ça veut dire que ces grands systèmes techno, scientifico, économico, etc., ne peuvent fonctionner que parce que ces fameuses normes sont toujours marginalement un peu violées. Et comment ça se fait qu'elles ne soient violées en général que marginalement et qu'il y ait si peu de catastrophes? Je vous avoue que je ne le comprends pas. Et je crois qu'il y a là un problème de sciences sociales et humaines qui devrait être... bon, il y a des études qui ont commencé à être faites, mais pas suffisamment convaincantes. Et je crois que ça conditionne pour beaucoup la compréhension que nous pouvons avoir des systèmes politiques dans lesquels nous vivons et des mécanismes même de la démocratie et de la possibilité de les transformer et de les développer. Bon, pardon, ça n'avait plus grand-chose à voir avec le glyphosate, mais ça remettait une sorte de perspective. Oui, quand je vous écoute, je me dis qu'il doit y avoir dans les hautes sphères de l'État plein de gens qui savent tout, mais vraiment tout, puisque depuis des dizaines et des dizaines d'années, ils persévèrent dans leur être par rapport aux centrales nucléaires, par exemple. Donc là, je veux exprimer cette interrogation. Et interrogation qui se redouble
peut-être d'un effroi, c'est que vous venez de dire que les grands systèmes, et Dieu sait si les centrales nucléaires en sont un, au fond, ne peuvent fonctionner qu'avec une dose de non-respect des normes. Donc là, il y a un discours dont je ne vois pas l'ossature. Je voudrais comprendre ce que vous voulez vraiment nous dire. Ben, ce que j'essaye de... Le point sur lequel j'essaye de mettre l'accent, c'est sur la formule que j'ai employée à un moment donné pour dire que ma conception de la démocratie, ce qui fait sa nécessité, sa grandeur et ses risques, c'est qu'elle nous contraint à décider en relative heureusement, méconnaissance de cause. Si nous savions tout, si quelqu'un savait tout, même pas nous, s'il y avait effectivement, soit au plus haut de l'État, soit à la direction d'une centrale par exemple, quelqu'un qui ait une connaissance absolue, complète de tout le système, il n'y a plus besoin de s'en occuper. On lui fait confiance, on délègue. Alors c'est ce qu'on a essayé, on essaye encore de nous faire croire aujourd'hui en invoquant les experts. Mais un expert n'est expert que sur des problèmes extrêmement spécifiques. Et les problèmes que nous avons à résoudre, je viens de parler de celui de l'énergie nucléaire, on pourrait en reprendre bien d'autres. Ben, tenez, un problème tout à fait actuel, les vaccinations. Faut-il ou ne faut-il pas généraliser, passer de 3 à 11, je crois, vaccins obligatoires? Question profonde, question intéressante, elle concerne la santé de tous nos petits-enfants. Je dis petits-enfants parce que nous sommes assez nombreux ici à être grands-parents. Qui sont les experts là-dessus? Ben, vous avez les médecins, vous avez les biologistes qui ne partagent pas le même point de vue, ils n'ont pas la même compétence. Les biologistes pourront vous donner une expertise sur le mode de fabrication des vaccins, à partir de quelles souches de bactéries, etc., et sur la sécurité du vaccin. Mais le médecin, lui, qui a affaire à la clinique, sait que quand vous passez d'expérience in vitro à d'expérience in vivo, c'est plus du tout pareil, que c'est beaucoup plus compliqué. Si c'est votre médecin de famille, en plus, il saura qu'il n'y a pas seulement les arguments biologiques qui comptent, mais la représentation du monde, le rapport à la santé affectif, sentimental, qui existe dans la famille, etc. Donc il faut faire rentrer en jeu des psychologues, et puis etc. etc. Et la ministre qui a décidé de tout ça, elle n'a, elle, que la possibilité de consulter les uns et les autres, et à un moment donné, de prendre une décision en prenant un risque. Et c'est son boulot. En tant que politique, il faut qu'elle assume effectivement la responsabilité. Et puis on verra bien. Si ça ne fait pas l'affaire, on la renverra assez mandant dans quelques années. Mais vous voyez que toute décision politique réelle est une décision risquée. Et qu'il est arrivé plusieurs fois dans le passé que des collectivités entières, des collectivités nationales décident démocratiquement contre la démocratie. L'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne en 1933 ne s'est pas faite de façon militariste. Ils ont pris le pouvoir de façon par les règles même du jeu démocratique. La démocratie est toujours au péril d'elle-même. Et c'est ce qui fait aussi sa grandeur. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'aurais quand même une petite critique ou même une grosse critique à faire. Je pense à quelqu'un qui a dit nous rentrons dans des siècles de barbarie, la science sera à son service et personne ne sera en sécurité. Aucun homme ne sera en sécurité. Et il avait des mots très durs à l'encontre également de la démocratie, et vous venez d'expliquer effectivement que la démocratie
on peut basculer très facilement, il ne faut pas aller jusqu'à Hitler, hein, on peut trouver d'autres exemples. Et bon, je parle de Nietzsche, qui a aussi eu des mots très durs contre la science, qui n'a aucune valeur, donc, ou qui ne développe aucune valeur en soi, et donc de valeur, disons, humaniste, dans le sens propre à l'expansion de la vie. Mais donc, de tout ça, la critique que je ferai, c'est que vous ne critiquez pas ceux qui ont critiqué la démocratie et qui ont critiqué la science. D'abord, je n'ai absolument pas critiqué la démocratie. Au contraire, je crois avoir fait l'apologie de la démocratie. C'est justement, non seulement pour la... Il ne nous suffit pas de la maintenir. Tout mon propos, c'était d'essayer d'avancer l'idée que nous avons besoin de l'étendre, car à l'heure actuelle, les processus de décision démocratique ne concernent pas le champ techno-scientifique. Je prends juste un exemple, on a déjà traité, l'énergie nucléaire. Où avez-vous vu qu'il y a eu le moindre débat démocratique pendant les derniers demi-siècles sur l'énergie nucléaire civile ou militaire? Jamais il n'y a eu de débat démocratique au Parlement sur le développement de l'armement nucléaire, ni sur le programme de construction des centrales. Il n'a pas eu lieu. Donc, ces développements technoscientifiques, en ce moment, échappent totalement au contrôle démocratique. Si nous voulons que la démocratie garde un sens et qu'elle ne se limite pas à voter de temps en temps pour des gens qui ne seront d'ailleurs probablement pas plus compétents que nous sur ces domaines-là, alors il est nécessaire de trouver des nouvelles formes de démocratie. Ça, je ne vais pas, moi, c'est pas ma spécialité, ce serait très outrecuidant de ma part que de m'avancer sur ce terrain-là, mais nous ne pouvons pas, me semble-t-il, dans l'avenir, si nous voulons que l'idée démocratique vive, nous ne pouvons pas nous contenter de la laisser vivre sous la forme de la démocratie élective telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est pas suffisant, ça ne marche pas, ça ne nous donne pas à nous, citoyens, de prise suffisante sur l'avenir de nos sociétés. Pour en revenir à la critique de la science elle-même, moi je n'ai pas la même lecture de Nietzsche que vous. Il me semble que ce que Nietzsche critique, à juste titre, c'est la science telle qu'elle est à son époque, c'est-à-dire très précisément telle qu'elle est en train de passer dans les mains d'une caste qui se l'approprie et n'en fait pas l'usage humaniste auquel vous faites allusion. Et donc, ce que je crois l'avoir dit au passage tout à l'heure, il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, un problème clé, c'est celui de l'organisation de la cité scientifique elle-même, de faire en sorte qu'on ne lui demande pas seulement de produire des connaissances nouvelles, de faire de la recherche, mais qu'on lui demande de participer beaucoup plus activement à la discussion du sens, de la pertinence de ces connaissances, ce qui dépasse largement le cadre de l'enseignement proprement dit. L'enseignement est évidemment absolument nécessaire, il est même tellement nécessaire que je vous dirais qu'à mon avis, je trouve personnellement que le fonctionnement actuel dans lequel il y a des scientifiques, des chercheurs qui ne sont payés que pour faire de la recherche et pas pour partager leur savoir, me paraît devenir contre-productif. Mais plus généralement, ce n'est pas seulement la question de l'enseignement dans les collèges, les lycées, l'université qui est posée, c'est la question de la participation à des débats citoyens où les scientifiques seraient amenés à apporter leur petite expertise et à la confronter à celle des autres. Alors, il y a des tentatives expérimentales dans ce sens-là qui ont eu lieu il y a quelques années, qui sont des conférences de citoyens
qui sont des ébauches de processus démocratiques dans lesquels un groupe de citoyens lambda, tirés au sort comme un jury d'assises, hein, après tout, exactement, est appelé à se donner un avis sur une question de génie génétique ou autre. Et le processus consiste c'est un processus lourd. On demande à ces gens-là de sacrifier quelques semaines de leur temps, ils sont dédommagés, mais quelques semaines de leur temps, pendant lesquelles il faut être mis en présence de différentes compétences, de différents experts qui vont leur apporter des éléments. Les citoyens seront là pour en débattre avec eux, leur poser des questions. Tant qu'ils n'ont pas compris, reposons les questions et à la fin, élaborer une réponse collective. Alors, ce sont des processus expérimentaux qui ont lieu en 2 ou 3 occasions et qui n'aboutissent pour l'instant qu'à des conclusions consultatives. Bon, et donc un tout petit début, mais ça indique une direction dans laquelle, à mon avis, il serait souhaitable d'aller, et qui est une forme démocratique neuve que nous n'avons pas pratiquée jusqu'à présent. Bon, oui, je voudrais, ici, là, oui, donc ici on n'a pas parlé encore, enfin, on a connu le XXe siècle, avec ses horreurs et tout, et on n'a pas parlé du rôle de la science, le rapport du rôle de la science elle-même, avec l'idéologie. Et je ne sais pas ici, donc on est pas mal ici, qui ont connu pas mal de cette époque, enfin, moi j'étais jeune. Mais par exemple, je prendrai un des livres qui est peut-être le plus connu ici, hein, peut-être, sûrement il y a beaucoup qui l'ont lu ici, c'est le livre d'Alexis Carrel. Est-ce que quelqu'un le connaît? L'homme s'est inconnu. Hein? Ah, voilà. Par contre, moi, hein, c'est un scientifique qui a développé l'eugénisme. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. Après, il y a d'autres Américains. Là, je suis un peu fatigué. J'arrive justement aux États-Unis. Donc, qui ont développé l'eugénisme. Qu'est-ce que c'était? Alors, est-ce que tout le monde voit ce que c'est que l'eugénisme, hein? Donc, il faut. Je résume. Si je me trompe, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pu étudier ces problèmes, vous me reprenez. Mais si j'ai bien compris dans mon souvenir, qu'est-ce que c'est que l'eugénisme d'après lui? On est arrivé à un stade de l'évolution où on ne va pas évoluer si vite, il faut régénérer la race, il faut purger tous les inadaptés, etc., etc. Il faut obtenir une race. Et M. Hitler, bien sûr, s'est emparé de l'eugénisme. Hein? Donc, vous voyez, ce rapport qu'il y a eu au XXe siècle, d'une manière idéologique, hein, entre science et politique, alors démocratie justement, hein, voilà, on va tuer les uns, on va purifier, etc. Vous voyez, il y a tout ce rapport qui a été un grand basculement au XXe siècle. Alors on espère qu'il n'y en a plus. Alors sinon, pour effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les centrales nucléaires, etc., c'est vrai qu'il y a certaines choses à des moments... moi j'ai pensé dessus de suite, c'est ce qui est arrivé au Japon, hein, avec la connaissance sismique, etc. Nous, ici, on a mal passé. Mal passé, pourquoi? Près du micro, pardon. Oh oui, c'est vrai. Mal passé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est un défaut scientifique. À l'époque, on ne savait pas, effectivement, d'après ce que j'ai compris, la nature de la roche, etc. Donc, vous voyez, il y a tous ces rapports qui sont là entre sciences, mais je retiens, moi, le rôle qu'elle peut jouer à un moment dans l'idéologie et contre la démocratie, ou avec, etc. Oui, à ceci près, alors l'exemple d'Alexis Carrel est effectivement tout à fait pertinent, puisque Alexis Carrel était un bon biologiste, qui a d'ailleurs un prix Nobel, et qui par ailleurs était un homme d'extrême droite, qui a été un vichysois, qui a été une grande sommité scientifique du pétainisme. Mais si vous avez suivi ce que j'ai essayé de dire, je crois qu'il n'y a là rien d'étonnant. Pourquoi voudriez-vous que les scientifiques soient tous des gens, disons, de gauche, des amis de la liberté, etc. Il n'y a aucune raison, a priori, précisément. Ce sont des gens comme
tous les autres. Ils font partie d'une profession qui a ses intérêts particuliers, qui a ses positions de pouvoir, et vous trouverez chez eux autant de crapules que dans n'importe quel autre milieu. Crapules qui peuvent être d'excellents scientifiques par ailleurs. Hein. On pourrait reprendre, alors là ça serait une histoire, je pourrais vous tenir 2 heures là-dessus, mais toute l'histoire de la construction de l'arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale est absolument fascinante, parce qu'on voit s'affronter au même niveau de compétences scientifiques parmi les gens qui vont participer à la construction de la bombe, des gens qui le font par esprit de liberté justement, parce qu'il faut se souvenir qu'en 1941-1942, tout laisse à penser que peut-être l'Allemagne nazie va être la première à développer l'arme nucléaire. Imaginez, une seconde, ce que ça voudrait dire. Et d'autres, au contraire, qui vont faire ça par militarisme, en sachant très bien que, en visant déjà l'après-Seconde Guerre mondiale, et en pensant que la mise au point de l'arme nucléaire donnera aux États-Unis un avantage contre l'Union soviétique. Donc ça veut dire simplement que la communauté scientifique, comme toute autre communauté professionnelle, est divisée idéologiquement et politiquement. Et ça veut dire, à mon avis, je reprends un peu ce que vous essayiez de dire. Je crois que quand on prononce le mot science, il faut ne pas le limiter au produit de la science. Qu'est-ce qu'elle fait, la science? Elle produit des idées, des concepts, aussi des machines. Elle démontre des théorèmes, elle produit des lois physiques, elle fait des expériences biologiques. Mais la science, c'est pas seulement ce qu'elle produit, c'est la façon dont elle le produit. C'est un groupe social avec des rapports économiques, politiques, idéologiques avec le reste de la société. Et si vous pensez la science uniquement en termes de la connaissance qu'elle produit, alors évidemment, vous pouvez vous dire que ensuite, quand on assiste à, bon, par exemple, l'eugénisme d'Alexis Carrel, vous allez dire, mais la science trahit ses propres valeurs. Non, elle ne trahit pas ses propres valeurs, elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est dans le monde où nous vivons, elle est une pratique sociale. Ce n'est pas seulement son abstraction en tant que forme de connaissance qui compte. Si vous isolez la connaissance scientifique, la production scientifique, de la façon dont elle est produite, vous ne comprenez plus rien à ce qu'elle est et vous vous privez de tout moyen de maîtrise de cette activité-là. Bonjour, merci pour cet exposé, je suis là. Moi, je me pose des questions, pas mal comme tout le monde, notamment sur la façon dont, au niveau pas forcément de nos économies occidentales, parce qu'il y a effectivement tout ce qui est recherche anglo-saxonne, tout ce qui est apprentissage de la science dans ce type de pays, l'Amérique, l'Angleterre, où là, il y a vraiment une recherche intense qui est financée vraiment de manière très, très claire et très intense. Et la façon dont on nous a un petit peu, comment dirait-on, écartés des sujets scientifiques. C'est là que moi j'ai l'impression qu'au niveau de notre société, les professeurs d'ailleurs s'en plaignent en disant mais finalement on est dans des filières où il y a de moins en moins d'étudiants qui veulent rentrer, qui veulent étudier. Qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous en pensez? Est-ce qu'effectivement c'est socialement, on nous a dit circuler, il n'y a rien à voir, laissez faire les experts, laissez faire les gens qui savent? Ou alors qu'est-ce qui a pu faire qu'aujourd'hui, alors que les enjeux scientifiques sont quand même de plus en plus importants et qu'on commence à parler aujourd'hui, effectivement, dans le siècle prochain, de l'intelligence artificielle, dont on commence à parler, qui risque effectivement d'avoir des grosses implications au niveau de l'existence même de l'humain. Enfin, là, je vais peut-être un petit peu loin, mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de considérer la science? Est-ce qu'effectivement, elle n'a pas déjà gagné une indépendance qu'on lui a laissé prendre? Moi, c'est ça qui me... Vous avez bien compris,
vous semblez dire que nous sommes en France dans une situation plus pire que les États-Unis ou l'Angleterre. C'est ça que vous disiez au début. Oui, non, alors là, je ne sais pas si ça va vous rassurer, ou au contraire, vous désolez, mais non, c'est partout pareil. Hein. Les problèmes que j'essayais de poser sont des problèmes désormais globaux et universels. La recherche scientifique française tire très bien son épingle du jeu, elle est d'une qualité tout à fait comparable dans les différents domaines à ce qui se passe ailleurs en Europe ou aux États-Unis. En revanche, les problèmes sociaux qu'elle pose, en particulier au niveau de l'éducation, sont là aussi les mêmes partout. Les jeunes Américains sont bien moins formés scientifiquement que nos jeunes élèves à nous, je peux vous le garantir. Une preuve à cet égard, c'est que vous allez dans un laboratoire américain de recherche fondamentale, en physique des particules ou en biologie moléculaire, etc., vous rentrez dans le laboratoire et vous regardez qui sont les chercheurs. Eh bien, les chercheurs, les jeunes en tout cas, ce sont des Asiatiques ou des Sud-Américains. La recherche américaine est faite majoritairement par des gens qui ne sont pas des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la science est socialement dévalorisée. Si vous voulez gagner de l'argent, il vaut mieux aller dans l'industrie que dans la recherche fondamentale. Et donc, vous avez ce processus-là. Alors, il est partiellement en œuvre en France aussi, mais avec un bémol quand même. Quand on dit il y a de moins en moins d'étudiants en sciences, il faut voir ce qu'on veut dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a moins d'étudiants qu'il y en avait il y a quelques années dans les filières proprement scientifiques, de sciences fondamentales. C'est tout à fait vrai. Maintenant, si vous prenez l'ensemble des formations scientifico-techniques, avec tous les masters, fussent-ils appliqués, les IUT, les écoles d'ingénieurs, etc., alors là, non, le recrutement technoscientifique, vous voyez que je ne sépare pas sciences et techniques, le recrutement technoscientifique n'a pas diminué. Donc, notre capacité au plan économique et technique ne souffre pas défavorablement en comparaison avec les autres pays avancés. Bon, il n'empêche que les problèmes que j'ai posés restent vrais, et restent vrais entre autres au niveau de l'enseignement où, et là je vais dans votre sens, notre mode d'enseignement des sciences n'est pas à la hauteur des exigences et des enjeux du moment. Pourquoi? Parce que oui, quand nous faisons des cours de physique ou de maths ou de biologie, nous avons d'excellents professeurs de biologie, de maths, etc. Et nous formons bien nos élèves et nos futurs étudiants. Mais les problèmes que j'ai essayé de poser, c'est les problèmes du statut de la science dans notre société. Rien ne prépare les futurs chercheurs, ou les futurs enseignants d'ailleurs, à les affronter. Par exemple, le fait est qu'il n'y a pas, déjà pas dans le secondaire et en tout cas pas dans le supérieur, d'enseignement d'histoire des sciences. Comment voulez-vous comprendre le rôle de la science dans notre société si on n'enseigne pas, fût-ce minimalement, son évolution historique? Si on ne sait pas d'où ça vient, comment savoir où on va aller? Si vous n'expliquez pas aux enfants dès le lycée, dès le collège, comment tout ça s'est passé, ça peut se faire assez simplement, assez vite, leur parler de la Renaissance, parler du 19e siècle, etc., au lieu de leur donner une vision totalement achronique de la science. Oui, d'accord, on cite les noms, on dit le théorème de Thalès, la formule 2, etc. Oui, mais on ne dit jamais que justement les géomètres grecs fonctionnaient sur un mode tout à fait différent des géomètres d'aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus philosophes que mathématiciens. Et donc,
Les mathématiques dans la Grèce ancienne, ce n'était pas du tout la même chose que les mathématiques d'aujourd'hui, même si les théorèmes sont toujours vrais. Mais la façon dont ils étaient produits, le rôle qu'ils avaient dans la société est très très différent. Si on n'explique pas ça à nos futurs scientifiques, alors il ne faut pas s'étonner qu'ils soient si peu en mesure de participer au débat collectif. Et là, c'est quelque chose d'assez spécifique à la science, c'est quand même effectivement une des seules disciplines que l'on prétend pouvoir enseigner sans l'enraciner dans son histoire. Il viendrait à l'idée de personne d'enseigner la philosophie sans passer par l'histoire de la philosophie. La philosophie, c'est l'histoire de la philosophie. Si on ne passe pas par Platon, par Descartes, par Kant, on ne fait pas de philosophie. Pour le droit, c'est pareil. Pour l'art, c'est pareil, etc. Donc, il y a une singularité de la science qui s'est crue pendant longtemps tellement contemporaine qu'elle pouvait oublier son passé. Ben non, la revanche de l'histoire est là aujourd'hui et il nous faut, je crois, prendre ça extrêmement au sérieux. Si je peux juste une question. Micro. Posez votre question. Moi, c'est très rapide, puisque c'est votre partie. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle science qui est la biologie quantique? Quantic biology. Non? Je ne sais pas ce que c'est. Ah bon? Des milliers d'articles sur Internet. Oui, bien sûr. Avec des bien preuves. sûr, des milliers d'articles. Mais il y a... Des preuves, pour les chercheurs s'y mettent dessus. Enfin, bon, pour un article scientifique sérieux sur Internet, vous en avez 100 qui sont complètement bidons. C'est exactement comme les articles de politique, etc. Là, ça n'a pas Donc, non, mais si, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Mon opinion, c'est que démarre la science en devenir, qui explique des tas de choses et qu'on commence à comprendre. Tant mieux pour c'est votre opinion. Non, mais tant mieux pour vous, il faudra que vous me l'expliquiez. Moi, si vous voulez, je vous l'explique. Si vous voulez, que la physique quantique ait à voir avec la biologie, puisqu'elle a à voir avec la chimie, c'est certain. Voilà. De là à ériger un domaine qui s'appellerait biologie quantique, nous n'en sommes de loin pas là. Je voulais savoir votre avis. Vous l'avez. Oui, merci beaucoup. Je voulais prendre la parole. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont déjà des réponses à mes questions, donc je vais aller aussi vite que possible. Il me semble que dans votre exposé, vous avez posé une sorte de contradiction entre les exigences de la science, qui sont des exigences qui, en vue d'arriver à des résultats, doivent reposer sur des procédures argumentatives, et les moyens sur lesquels il est requis de se reposer aujourd'hui pour pouvoir entrer dans un débat de cette sorte. En gros, les données positives sont trop compliquées à maîtriser pour qu'un citoyen lambda puisse participer à une délibération démocratique. Et si j'ai bien compris votre exposé, c'est ce qui explique dans l'histoire une sorte de double possibilité dans le rapport entre science et politique, soit un modèle imposé, type Renan, dans lequel il est tellement difficile pour le citoyen ordinaire de comprendre les données qu'il doit avoir un rapport similaire à celui qu'on a à la fois, puisque c'est à peu près ce que Renan propose. Ou bien un modèle dans lequel ce ne sont pas les résultats de la science qu'on propage à la société, mais le type d'esprit scientifique qui est requis pour participer à une délibération. Bon. Alors, si on insiste sur ce deuxième point, moi, je voudrais avoir votre avis sur cette question, mais je plaide pour un élargissement du concept de science. C'est-à-dire qu'il ne s'appliquerait pas spécifiquement aux sciences de la nature, puisque je crois, sauf erreur de ma part, que dans l'exposé qui a eu lieu depuis tout à l'heure, on a parlé spécifiquement de sciences de la nature. Mais je pense que, puisque vous l'avez cité, moi je suis prof de philo, donc je pense que des disciplines comme la philosophie, l'histoire et la littérature sont des disciplines dans lesquelles on peut faire valoir de façon beaucoup plus insistante la capacité d'un individu à mobiliser des arguments pour défendre une thèse. Or moi je suis relativement surpris dans mes classes de S, qui sont les classes les plus nombreuses. Hein. Quand on dit qu'il y a une désaffection pour les filières scientifiques, c'est faux. Oui. Au moins pour ceci que les classes les plus nombreuses sont les classes de sciences. Eh bien je suis frappé dans les classes de S par la difficulté qu'ont les élèves à assumer une position au nom d'arguments qu'ils seraient capables de produire seuls. Alors, si je plaide pour un élargissement du concept de science, c'est parce que je pense que dans toutes les disciplines, y compris dans les sciences dures, on peut avoir un rapport plus intuitif à l'élaboration d'une preuve et à une discussion dans laquelle on se met d'accord pour établir une thèse. Voilà. Bon.
écoutez, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis en plein accord, complet, intégral avec tout ce que vous avez dit. Quand je parlais il y a quelques minutes de la nécessité de l'histoire des sciences, ça s'étend évidemment à l'épistémologie, à la philosophie des sciences, et en particulier à la nécessité d'expliquer à vos élèves de S que comment dire les choses, que la rigueur prétendue d'une démonstration mathématique, etc., est toute relative, et que des démonstrations que les mathématiciens considéraient comme rigoureuses il y a 2 siècles ne le sont plus aujourd'hui, que donc le statut même de ce qu'on appelle rigueur, de ce qu'on appelle vérité, de ce qu'on appelle, etc., est appelé à évoluer. Et que, on peut rajouter encore un élément, c'est que la plupart des avancées de la connaissance réelle se font sans que elles soient véritablement démontrées, éprouvées. La démonstration, elle vient souvent a posteriori pour conforter une intuition ou une impression, etc. Donc, bon, je ne développe pas parce que vous avez très bien dit tout ce qu'il fallait dire, je suis absolument d'accord. Juste pour terminer, j'entends de plus en plus de collègues de mathématiques se plaindre du fait que dans les programmes, on leur demande de passer par les procédures démonstratives. C'est-à-dire, les élèves fonctionnent de plus en plus sur le mode computationnel, ils impliquent des procédures, mais on leur enseigne de moins en moins de procédures démonstratives. Oui, oui. Et ça, je pense que c'est un problème de l'enseignement qui n'est pas spécifique aux disciplines scientifiques à proprement parler, mais qui est vraiment assez... Non, non, absolument d'accord. Oui, dans le même esprit exactement, tu parlais des sciences sociales. Ce qui était ma faculté autrefois est devenu une sorte d'école de commerce. Toutes les disciplines, par exemple historiques, toutes les disciplines historiques sont en train de mourir, de leur mauvaise mort, parce que l'objectif c'est de fabriquer d'urgence des individus employables. Et donc on fait des sortes de cours flash sur l'actualité immédiate. Je prends un exemple qui paraît très simple, la fiscalité. Pour comprendre vraiment le fond de la fiscalité, il faut faire une histoire de l'impôt, et puis ensuite étudier le système contemporain actuel. Plus du tout, on perd du temps. On veut fabriquer un petit technicien de la fiscalité en braquant les projecteurs exclusivement sur le système actuel, en vigueur. Ce qui fait qu'on fabrique des petits crétins qui vont être inemployables dans peu de temps, ou bien des employables dangereux, puisque précisément ils ne connaissent rien de l'évolution des choses et rien du processus et du pourquoi de ceci ou de cela. Un autre petit point, moi, que j'aimerais bien développer un petit peu, c'est l'idée de, à chaque époque, je pense qu'on avance, les pouvoirs avancent une science ou une technique pour se pérenniser davantage, en pensant que, on avance dans l'idée que telle innovation va régler tous les problèmes, y compris sociaux. Je crois qu'au début du siècle, l'énergie électrique, lorsqu'elle est apparue, a vu se développer l'idée, assez répandue, favorisée par les pouvoirs, qu'avec l'électricité et l'énergie facile, tous les problèmes sociaux seraient réglés. Je pense qu'on peut revoir peut-être les mêmes arguments pour le nucléaire. À un moment donné, à l'origine, avec le nucléaire, on va régler plein de problèmes, y compris sociaux, politiques, économiques, etc. Et à chaque époque, ça marche. Quand on parle de l'avenir robotisé, etc., on va dire, ah ben on va entrer dans une société des loisirs, il n'y aura plus d'exploitation de l'homme par l'homme, tout ira bien. Pour se pérenniser, pour se prolonger, les pouvoirs disent que la technique et les sciences vont tout régler. Et puis 20 ans après ou 30 ans après, je suis bien sûr que les mêmes problèmes se posent et qu'il faut recommencer la manipulation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais juste un petit élément, mais je pense que tu seras d'accord. Tu dis à chaque époque. Je dirais à chaque époque récente. Parce que l'idée que nous pouvons devenir comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est-à-dire grâce à la science régler, comme tu le dis très bien, tous les problèmes sociaux, humains, etc. L'idée, elle surgit effectivement au début du XVIIe siècle, avec la modernité, elle surgit, elle est explicite chez Descartes, elle est explicite chez Bacon, par exemple, mais c'est une idée, ça ne marche pas du tout. Pendant tout le XVIIe siècle, cette idée ne fonctionne pas. Il n'y a pratiquement aucune application des découvertes scientifiques fondamentales, des avancées d'un Galilée ou d'un Descartes ou d'un Pascal ou en biologie d'un Harvey, etc.,
pratiquement aucune application concrète. Ça reste vrai pendant le XVIIIe siècle, qui va encore avancer sur le plan de la science fondamentale. Pratiquement rien dans le domaine de la technologie, des avancées technologiques qui existent, il y en a, pratiquement aucune avancée technologique, y compris jusqu'au XVIIIe siècle, ne dépend des avancées proprement scientifiques. Et les choses changent radicalement, et c'est une mutation anthropologique, à mon avis, fondamentale, à l'extrême fin du XVIIIe, début du XIXe. Là, tout d'un coup, il y a des avancées scientifiques fondamentales qui débouchent sur des mises en œuvre technologiques, et ça commence d'ailleurs pas avec la physique, ça commence avec la chimie. C'est la chimie de Lavoisier qui, en quelques années, va complètement changer l'industrie des colorants, des engrais et des explosifs. Et donc, à partir du début du XIXe siècle, on rentre dans une période où, effectivement, la science va nourrir la technique, donc va s'intégrer au développement économique, et donc va donner aux politiques cet argument que tu mentionnais très justement. Mais moi je crois, et ça rejoint l'argument de la nécessité de l'histoire que je mentionnais tout à l'heure, ça fait à peine plus de 2 siècles. C'est rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, par rapport au rapport entre sciences et techniques, est extrêmement moderne. Ce qui veut dire que nous n'en avons que peu d'expérience historique. L'expérience historique politique, elle est très ancienne. La démocratie, on a commencé à tenter de voir comment ça marchait fugitivement en Grèce il y a plus de 2000 ans. Fugitivement, il n'y avait que 5% de la population qui votait. Les hommes seulement et les hommes libres. Bon. Mais bon, donc il y a des grandes expériences accumulées au niveau de la politique, au niveau du droit, c'est absolument évident, etc. Du point de vue des rapports entre sciences techniques et politiques, nous sommes dans un monde très neuf, 2 siècles d'expérience historique, en plus d'expériences complètement modifiées avec l'apparition, la vapeur, l'électricité, l'énergie nucléaire, etc. C'est pas très étonnant, si vous voulez, qu'on soit un peu déboussolé par tout ça. Raison de plus pour en discuter et tenter d'inventer des moyens. Je voudrais, si vous permettez, faire trois remarques. Ça arrive. J'ai coupé la parole à quelqu'un, j'en suis absolument désolé, je veux lui rendre rapidement. Je voudrais faire 3 remarques. La première remarque, c'est que vos petits crétins dont parlait monsieur, personne ne leur interdit par la suite dans leur vie d'approfondir leur métier et leur matière. Ça nous est arrivé à tous d'approfondir ce que nous avions appris dans l'exercice de notre métier, de notre profession et par simple curiosité intellectuelle. Cela dit, dans toute société, toute chose égale par ailleurs, la proportion des crétins reste toujours la même. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est la démocratie et la science. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir lié technique et science. D'autant qu'historiquement, on a effectivement commencé par la technique avant de passer à la science, et les deux se sont liés. Alors ça, c'est très très important. Et là, je veux dire que nous sommes dans une société démocratique représentative. Quand on regarde, quand on est assez curieux pour regarder les travaux de certaines de nos commissions, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des commissions du Parlement européen, sur des sujets technico-scientifiques ou de sciences pures, on est étonné de la qualité des travaux et des consultations et de ce qu'un certain nombre de députés qui n'étaient prédisposés pas du tout par leur passé à s'approcher de ce genre de problème sont capables de réaliser, et comme qualité de rapport, et d'imaginer des solutions. Alors ça, c'est le premier élément de très grande consolation qu'on peut avoir dans le domaine démocratique, et nous avons les moyens
d'approcher ce type de débat, ce type de travaux. La deuxième remarque en matière démocratique que je voulais faire, c'est lorsque chaque citoyen, individuellement, en tant que consommateur, fait ses choix et pique des choses. Et à l'heure actuelle, il en pique. Je réponds à Alexis, celui qui accusait Alexis Carrel. L'eugénisme se pratique un tout petit peu. Quand l'échographie, à l'occasion d'une grossesse, détermine un certain nombre de malfaçons, on intervient. Dans un tas de domaines, nous choisissons un tas de produits pour nous exciter le cerveau quand nous avons des examens à passer, par exemple, ou pour augmenter nos performances physiques. Ça, ce sont des démarches individuelles qui donnent un accord ou un désaccord à une découverte scientifique traduite dans une technologie, une technique qui est à notre disposition d'individus. Voilà ce que je voulais. Si je peux juste répliquer une seconde sur à propos de la qualité des rapports, ils sont très souvent établis par les lobbyistes. Les parlementaires reprennent les rapports des lobbyistes qui sont très intéressés. Ne soyez pas si pessimistes, pas tous. Et pourtant, Et contrôlez vos parlementaires. Et pourtant, pour dire la vérité, hein, Contrôlez-les. faut arrêter de dire des bêtises. Hein. Je dis pas tous, pas tous. Pour ma part, j'ai été très heureux de vous entendre. Je suis ici, hein, ici. J'ai été très heureux de vous entendre faire l'éloge de La vie de Galilée, l'œuvre théâtrale de Brecht, qui me semble un auteur incontournable pour qui veut faire progresser la démocratie aujourd'hui et la pensée intervenante d'une manière générale. J'aurais voulu que vous développiez un peu ce qui vous paraît pertinent dans cette œuvre théâtrale. C'est pas une œuvre d'expert, hein. Brecht, je ne pense pas qu'il ait été scientifique, même s'il a dû s'intéresser de près à la recherche à l'époque et à ses applications surtout, puisqu'on est en pleine période de guerre froide avec les risques atomiques, etc. Et d'autre part, il reprend, il me semble, dans cette pièce que j'ai lue il y a fort longtemps, un peu les développements que j'ai entendus de votre bouche, à savoir ce départ à partir des Lumières où science et démocratie étaient très liées, pour ensuite avoir chacune sa propre histoire et où les rapports ont ensuite changé. Brecht fait au début l'éloge de l'observation, on croirait entendre un philosophe des Lumières, et de la raison, il en parle avec des termes affectueux, pour ensuite développer une thématique qui est, il me semble, très actuelle. C'est celle de la responsabilité du savant, et pas seulement. C'est lorsque, dans une recherche particulière, à savoir celle de Galilée, on découvre on fait une découverte scientifique. Cette découverte scientifique a des implications sociales directement, puisque en même temps qu'on découvre que l'homme n'a plus la place centrale dans l'univers, on remet en question un ordre social établi que défendent les inquisiteurs et les dominants de l'époque. Et aujourd'hui, quand je vois aux États-Unis que l'actuel ministre de l'Éducation est une femme, je pense que c'est une femme, mais bon, peu importe, complètement hostile aux idées de Darwin, dont elle veut taire le nom dans les écoles, je pense à Brecht et j'aimerais que vous développiez un peu ce qu'on peut en tirer aujourd'hui de cette œuvre. Il n'était pas le seul, il y a aussi le Suisse Dürrenmatt qui a écrit un livre sur le thème des physiciens. Vu l'heure, je crois que vous prenez un risque, parce que si vous me lancez sur Brecht et sur la vie de Galilée, je vous fais une autre conférence de 2 heures. Allez. Donc je ne vais pas céder, malgré l'envie que j'en ai, à votre demande, mais d'une certaine manière, vous avez résumé très très bien la chose. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de recommander à tout un chacun et chacune de lire cette pièce, en sachant quand même
je vais dire une chose importante sur la genèse de cette pièce. C'est que c'est en fait 3 pièces en une, si vous lisez la dernière version. Brecht écrit la première version en 1933, on est loin de la guerre froide. En 1933, non pas dans 1936, au moment où l'Allemagne a basculé déjà dans le nazisme, et Brecht, communiste, s'en va, il émigre. Et il écrit la première version de sa pièce quand il est en transit au Danemark avant de partir ensuite aux États-Unis. Et il écrit la première version de sa pièce comme, vous l'avez fort bien dit, un éloge de la raison et des Lumières face à, représenté par Galilée bien sûr, face à l'oppression et l'obscurantisme de l'Église en son temps. Ce qui est très curieux, c'est que ce faisant, il écrit une pièce qui n'est pas du tout brechtienne, puisque vous savez que la théorie dramaturgique de Brecht reposait sur l'idée de distanciation, dans laquelle il ne faut surtout pas que le spectateur s'identifie à des héros positifs, qu'il garde son esprit critique et sa distance par rapport à ce qui se passe sur scène. Et là, Brecht, pris par des nécessités idéologiques, on peut dire, fait de Galilée un héros positif. Et cette première version n'est pas extrêmement convaincante, elle est un peu schématique, il y a le bien et le mal, le blanc et le noir. Il part donc aux États-Unis, et en 1943, il se propose de monter cette pièce qui n'a pas été jouée. Et donc, il entreprend des démarches pour monter la pièce à New York, et il cherche un acteur susceptible de jouer Galilée, et il pense immédiatement à un immense acteur anglais, mais qui est aux États-Unis à cette époque-là, qui est Charles Laughton. Charles Laughton, qui est un grand acteur de théâtre shakespearien, de cinéma aussi, et par ailleurs l'auteur d'un des plus beaux films jamais composé, qui s'appelle La Nuit du Chasseur. Fin de parenthèse. Donc, il propose la pièce à Charles Laughton, et Laughton lit la pièce, lui dit non, je ne peux pas jouer ça, parce que ton Galilée, c'est un personnage de papier. C'est un porte-manteau sur lequel tu as accroché tes idées sur la raison, etc. Il n'a pas d'existence scénique suffisante. Et Brecht entend la critique, la prend au sérieux, réécrit sa pièce, et très, très curieusement, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, pour des raisons proprement dramaturgiques, à la demande de Laughton, Brecht fait de Galilée un vrai personnage conforme à ce qu'il était historiquement, qui était, parce que Galilée est un personnage absolument remarquable, mais pas de tout repos. C'était quelqu'un d'assez sanguin, d'assez colérique, d'assez présomptueux, d'ailleurs, ça lui a coûté cher, il a cru qu'il pouvait tenir tête à l'Église. Et la deuxième version de la pièce de Brecht met tout ça en scène et devient quelque chose de beaucoup plus charnel, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus vivant. Elle est montée à New York à ce moment-là, fin de la guerre, et fin de la guerre dont vous connaissez, entre autres, vue d'Amérique, les conditions très spécifiques, c'est-à-dire le largage des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, qui ne peut pas ne pas avoir un écho chez un écrivain communiste, Brecht, qui se préoccupe en particulier de la responsabilité des scientifiques, comme vous le dites, et qui voit aussi pertinemment ce qui va se passer dans l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre froide. Et effectivement, Brecht, de retour en Europe, en Allemagne, en RDA, dans la République démocratique allemande, socialiste donc, réécrit une troisième version de sa pièce, dans laquelle elle se termine par une grande autocritique de Galilée qui dit « j'ai rien compris, j'ai pas vu que j'étais moins fort que les autorités, j'ai cru que je pouvais leur tenir tête, j'ai cru dans la capacité du scientifique individuel que j'étais,
au lieu de réfléchir, ça ce sont mes mots, ce ne sont pas ceux de Brecht, de réfléchir dans des termes plus politiques et de m'appuyer sur ceux qui auraient pu m'aider à résister, etc. etc. Et c'est extraordinaire de relire cette pièce aujourd'hui et de voir comment ces trois strates se superposent, ce qui fait que c'est une pièce extrêmement difficile à monter en réalité, parce qu'elle est très très complexe et intriquée. Et si vous voulez en voir ce qui est à mon avis la meilleure version et indépassable, je crois, pendant longtemps, elle a été montée par Antoine Vitesse à la Comédie Française, qui est la dernière mise en scène de cette immense homme de théâtre qui était Vitesse, et elle a été filmée. Il y a donc une captation qui est disponible à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et qui peut être louée, et vous pouvez l'avoir chez vous, payant une redevance minime, la projeter devant des classes. C'est à mon avis un très bon exercice. Lisez et regardez La vie de Galilée. Merci pour la publicité. Et ajoutez-y, effectivement, vous y avez fait allusion aussi, la pièce que le grand dramaturge suisse-allemand Friedrich Dürrenmatt a écrite, qui s'appelle Les physiciens, et qui est en fait une espèce de suite et d'enrichissement encore de la pièce de Galilée. Tout ça pour dire, et c'est peut-être une conclusion possible, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, mais qui était sous-jacent à une bonne partie de ce que j'ai tenté d'avancer, c'est le mot culture. Il ne peut pas y avoir d'avenir pour la science dans une démocratie si elle ne se lie pas beaucoup plus intimement qu'elle ne l'est à l'heure actuelle à la culture, en entendant par là, et la littérature, et le théâtre, et le cinéma, et la musique, et les arts plastiques, etc., etc., et la philosophie, bien entendu.